What seems to be the problem? I want more life. Revenons aujourd'hui sur Blade Runner de Ridley Scott, 1982, un film qui a énormément marqué l'esthétique de ce qu'on appelle le cyberpunk, que ce soit au cinéma, mais pas qu'au cinéma, et pourtant, comme tout le monde le sait, ça partait pas très bien au niveau de la réception du public. On va voir tout ça dans les détails, c'est parti. But then again, who does? More human than human is our motto. Vous le savez sans doute, à la base de Blade Runner, il y a un livre écrit par le désormais légendaire Philip K. Dick, un grand nom de la science-fiction littéraire, un Américain donc qui est né en 1928 à Chicago, et il est décédé en 1982, année de la sortie de Blade Runner au cinéma. Précisons tout de même que les rumeurs disent que Philip K. Dick a eu la chance de voir un premier montage de ce film, alors loin d'être le montage définitif, d'ailleurs qu'est-ce que le montage définitif avec ce film, c'est un peu compliqué, mais loin d'être le montage définitif, mais il a pu voir des premières choses en tout cas, et qu'il en était plutôt satisfait. Alors Philip K. Dick, c'est donc un auteur qui a écrit une quarantaine de romans et environ 120 nouvelles de science-fiction, c'est un type qui est très reconnu dans le domaine, vous avez forcément soit lu, soit en tout cas vu des adaptations de ses œuvres, puisque par exemple c'est lui qui a écrit Total Recall, c'est adapté d'une de ses œuvres, c'est lui qui a écrit le livre à l'origine de Minority Report, c'est tiré d'une de ses nouvelles, etc., etc. Donc c'est forcément quelqu'un qu'on a croisé, c'est quelqu'un qui a été de multiples fois adapté au cinéma, et ça a donné souvent d'ailleurs des films au moins intéressants, après évidemment en fonction du réalisateur qui était présent. Philip K. Dick, c'est un personnage un peu particulier. Beaucoup de gens disent que le monsieur était adepte à certaines drogues, du LSD, et que ses idées venaient de ça. Sa famille s'en défend, disons que certes il en a consommé, mais pas pendant qu'il écrivait, donc ça c'est pas vrai, et que sur la fin de sa vie, il s'en était débarrassé. Je ne sais pas, en tout cas c'est connu que c'était quelqu'un qui était très torturé psychologiquement, qui avait des gros soucis, quelqu'un qui dénonçait d'ailleurs ses camarades auteurs quand ils estimaient que c'était des communistes ou autres. Sympathique le mec. Bref, donc le gars était pas totalement très bien dans sa tête, bien qu'il ait eu des prix littéraires. Sa grande reconnaissance, surtout du point de vue du grand public, vient entre autres grâce au cinéma et tout ça, ce qui est arrivé après sa mort. Tout ça, c'est intéressant parce qu'on le voit déjà d'une certaine manière dans ce qui sera Blade Runner. Donc c'est en 1968 qu'il pond un livre avec un titre qui peut faire un petit peu sourire, c'est « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» Alors le titre est assez rigolo, quand on lit le livre, c'est tout de suite beaucoup plus parlant et intéressant. Précisons tout de suite, vous le savez sans doute, que le mot Blade Runner ne vient pas du tout de ce livre. Il n'y a jamais ce terme qui est utilisé dans ce livre. C'est quelque chose qui vient d'un autre roman, je vais vous lire ça, de 1974, écrit par Alan E. Nourse, et qui s'appelle The Blade Runner, en un mot, The Blade Runner. Voilà. Je vous dis ça parce que, si vous baladez en librairie, il est possible que vous tombiez sur un livre, Blade Runner, Philip K. Dick. Mais l'autre monsieur, là, sur Internet, qui dit des bêtises tout le temps, il nous dit que ce terme n'apparaît pas dans le livre. Eh bien, sachez que le livre a été réécrit pour être nommé Blade Runner, et que le mot Blade Runner apparaît dans le livre, quand on parle des chasseurs de primes. Donc ils ont Blade Runnerisé l'œuvre de Philip K. Dick, chose avec laquelle je suis pas en totale adéquation. C'est pas contre Philip K. Dick ni contre n'importe qui. C'est juste que l'œuvre d'origine est ce qu'elle est, avec ses qualités et ses défauts et tout ce qu'elle a inspiré. Et je trouve que la recommercialiser comme ça, suite justement à l'impact culturel du film, etc., pour que ça se vende mieux, blablabla, je trouve ça moyen. Même si j'avoue que le titre original n'est pas le plus vendeur de l'univers, je suis désolé, c'est comme ça que ça a été conçu, c'est comme ça que ça a été fait. Et je trouve que c'est trahir. Alors je pense que les héritiers, ou peut-être l'auteur d'origine, je ne sais pas s'il est vivant, de ce terme, il a dû toucher quelque chose. Je trouve ça quand même un petit peu moyen comme méthode, de mon point de vue. Je suis désolé, moi je suis pour le respect des œuvres d'origine, mais ça c'est qu'une question de point de vue. Mais pour vous dire que si vous tombez sur ce livre avec ce terme écrit dedans, c'est un peu comme Star Wars. C'est une modification posthume. La lecture du livre est très intéressante, ma foi, et ce qui est le plus frappant, c'est que quand je lisais le livre, je me suis dit, certes, il y a des grosses différences à certains moments, mais globalement, le livre et le film, c'est un peu la même chose. Puis après, je revois le film, et je me dis, en fait, non, c'est vachement différent quand même.
Donc c'est très proche et vachement différent. Et rien que pour ça, ça devrait vous donner envie de lire le livre. Je vous donne quelques trucs qui sont un petit peu différents. Alors, dans le livre, on explique clairement qu'il y a eu une guerre mondiale, et qu'après la guerre mondiale, donc il y a eu des retombées radioactives un petit peu partout, des êtres humains sont complètement ravagés physiquement, et justement, alors que la Terre est en train de mourir, justement, on fait la promotion pour que les gens partent sur des colonies spatiales, pour qu'ils quittent la Terre, pour qu'ils aillent ailleurs, et tout ça. Vous commencez déjà à voir des liens avec des choses qu'on a dans le film, évidemment. Hein, c'est pour ça que je dis que c'est très proche et très éloigné. Donc il y a cette espèce de brume générale, de radioactive qui est un peu dans tous les coins, et les personnages, par exemple, ils vivent seuls dans un immeuble complet, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'habitants sur Terre, et ceux qui restent, eh ben, c'est ceux qui n'ont pas été sélectionnés, ceux qui n'ont pas les caractéristiques minimales pour partir, vous voyez, ceux qui n'ont pas le niveau, ceux qui ont été parfois touchés justement par la radioactivité, qui les a détruits peut-être là-dedans, etc., etc. Le personnage de Rick Deckard, lui, il est marié, il a une femme, il y a un truc assez intéressant, c'est qu'ils ont un boîtier pour se mettre des émotions, pour être heureux tout le temps. Ils peuvent se choisir les émotions. Mais voilà, d'ailleurs, il y a une scène, enfin un chapitre au début du livre qui est assez intéressant, c'est genre, j'ai pas eu envie d'être content aujourd'hui, parce que j'en ai marre, j'ai essayé de changer un peu pour voir ce que ça fait, et à un moment donné, il y a un peu la menace où Descartes doit choisir, est-ce que je monte mon curseur pour être pas content et gagner la discussion, ou alors je le baisse pour laisser, perdre la discussion, mais que les choses se passent bien. Donc un peu comme nous dans la vie réelle, des fois, est-ce que je m'énerve ou je dois pas m'énerver, là, si on arrive à se contrôler assez. Bref, c'est assez bien fait, et ça nous rapproche évidemment d'autres classiques de la science-fiction, comme Le meilleur des mondes, par exemple. Des mondes futurs où les choses ont l'air d'être bien, mais c'est dystopique, vous voyez, là, c'est assez dystopique. Donc on se retrouve un petit peu là-dedans. Globalement, ce qui est intéressant avec Philippe K. Dick, aussi dans le peu de choses que j'ai lu de lui, hélas, c'est que c'est un auteur qui ne décrit pas beaucoup. C'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui va vous faire un world building, comme on dit, où il va vous développer l'histoire du truc, du comment, que quand on te sort une technologie, il va te dire qu'il a créé quand, comment, quand vient le premier modèle. C'est pas quelqu'un qui va s'étaler. Il va te dire ce qu'il a besoin de te dire, et à peu de choses près, c'est tout. Vraiment juste tuk 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 poum. Et il va aussi te le dire parfois au moment où il a besoin de te le dire, pas forcément avant. Ce qui fait que quand on lit du K. Dick, encore une fois de ce que j'en ai lu, eh ben on est un peu en mode en train de s'imaginer le monde. Et pour moi, il y a un côté très rétro, pas juste une question d'année d'écriture, c'est que comme il ne décrit pas grand-chose, toi tu lis, puis d'un coup tu fais « Ah, il y a ça ». Et donc, d'une certaine manière, l'univers, la vision que l'on a dans Blade Runner de cet univers de Philippe K. Dick n'est pas totalement fausse, mais en même temps, elle n'est pas totalement montrée. Par exemple, oui, on nous dit qu'ils ont ces espèces de voitures volantes. Mais ça, on nous le dit au bout d'un moment. Au début, on ne le dit pas forcément. Donc, c'est au spectateur de combler tout ça. J'avais déjà dit ce genre de choses dans notre vidéo sur Minority Report, où aussi, c'est dit sans être dit. Ce qui donne à la lecture un côté super fluide, où il y a plein d'idées qui sont balancées. Mais certains pourront aussi critiquer que peut-être, ça manque de développement. Hein, il y a d'autres livres qui vont faire justement le world building, raconter tout ça. Là, non, c'est très léger, il balance plein d'idées, on ne sait pas à quel point elles sont développées ou pas, ou comment lui il l'a imaginé, et donc c'est clairement au spectateur de finir tout ça. La principale différence entre le livre et le film vient donc du titre du livre, hein, donc justement c'est Mouton électrique. Parce que dans ce futur, les animaux sont décédés. Et il y a un courant social, vous savez, hein, on montre pas sa montre de luxe, là-bas on montre qu'on est quelqu'un d'attentionné envers un animal, et si c'est pas un véritable animal, ce qui est le summum du luxe, eh ben on a des animaux électriques pour les remplacer, pour faire genre, et c'est bien d'avoir ces animaux montrés, qu'on s'occupe d'eux, qu'on a de l'empathie envers eux. Avec ça, vous comprenez déjà pourquoi, par exemple, dans le film, il y a toutes ces histoires d'animaux créés, pas créés, ou alors pourquoi le test de Voigt-Kampff parle souvent d'animaux et de réactions par rapport aux animaux. Dans le livre, c'est beaucoup plus développé, à tel point que ça en devient le titre du livre, hein, c'est dire. Ça, c'est un truc qui est intéressant. Et il y a une religion qui naît carrément de cet environnement, le mercerisme, qui en gros a un nouveau prophète qui justement justifie l'empathie envers les animaux, etc., etc. Et du coup, à quel point est-ce que tout ça est vrai, quelque chose qui a été induit par un gouvernement, etc., etc. Tout ça est présent. Après, il y a des différences comme le moment où il y a 2 commissariats de police, je rentre pas dans le détail, parce qu'il faut quand même que vous lisiez le livre si ça vous tente, qui est ma foi plutôt intéressant, un peu bizarre quand même, je dois quand même vous avouer, mais qui permet d'amener justement des réflexions qu'on retrouve aussi dans le film sur est-ce que le personnage est pas en train de perdre la boule, est-ce que finalement il est vraiment lui-même ou pas lui-même, etc., etc. Donc il y a toutes ces notions qui sont dedans. Et à l'arrivée, je vous dirais globalement que c'est un livre qui est
comme je vous ai dit, très proche du film, et en même temps super loin. C'est assez étonnant, et rien que pour ça, il mérite la lecture, parce que ma foi, c'est une lecture qui est déjà légère, hein, comme je vous ai dit dans le style, et qui mérite d'être lue pour notre culture générale, rien que ça. Donc voilà, lisez-le, c'est pas mal du tout. Évoquons les soucis de production, parce qu'il y en a eu, et il y en a eu même beaucoup en réalité. Il faut remonter à 1974 pour qu'un certain Herb Jeff, je sais pas comment ça se prononce, J-A-2-F-E, Jaffe, essaye d'acheter les droits du livre. Il faut savoir que Philip K. Dick, il était très méfiant avec Hollywood, il avait déjà eu des discussions par le passé, ça n'avait rien donné, il se méfiait beaucoup de ce qu'Hollywood voulait faire de ses œuvres et tout ça, enfin bref, il n'était pas très motivé, mais bon, là, ils discutent, et donc Monsieur Herb et son fils de ce nom-là que j'ai cité, ils écrivent un scénario, tout, et ils l'apportent à Monsieur Philippe K. Dick, qui, quand il le reçoit, il dit « J'ai jamais rien lu d'aussi minable ». Voilà, donc en gros, ce serait la fin des travaux entre les deux, mais c'est pas tout à fait le cas, parce qu'en réalité, ils ont continué quand même à travailler sur plusieurs scénarios, etc., la possibilité, donc hein, ils avaient acheté les droits, ils ont commencé à travailler là-dessus, etc., mais vu que ça traînait, vu qu'il y avait des discussions sur le oui, sur le non, machin truc bidule, et que c'est un projet, comme vous allez voir, qui est difficile à mettre en place, finalement, Herb et son fils qui ont travaillé là-dessus, ils ont finalement laissé le projet, puis tant pis. Voilà. Première tentative ratée. En 1977, Anton Fancher et Michael Dilley, donc Anton Fancher, c'est celui qui était le plus motivé, et puis il convainc son camarade pour être le producteur, il décide de racheter les droits. Alors, à la base, Anton Fancher, il n'était pas censé être le scénariste, mais bon, il faut essayer de trouver des financements, etc., etc., il faut trouver les acteurs, donc bon, finalement, il a dû rapidement écrire un truc d'une vingtaine de pages, un truc comme ça, pour essayer de donner une image de ce qu'il voulait représenter, et en fait, de fil en aiguille, il a dû se retrouver à écrire un premier jet du scénario. Et pas qu'un seul, il a dû en faire plusieurs. D'ailleurs, je profite déjà pour vous raconter une anecdote. Je vous ai dit hein, que le titre Blade Runner ne vient pas de l'œuvre d'origine, donc il y a plusieurs titres qui ont été évoqués à ce moment-là, et c'est intéressant, je vais vous les lire. Donc, il y en a un, c'était Android, tout simple. Il y en a un, c'était Mécanisme, et un qui est resté assez longtemps d'ailleurs, Dangerous Days, donc les jours dangereux, pourquoi pas. Et je le mets déjà comme ça entre parenthèses, lorsque Ridley Scott arrive sur le projet, imaginant sa ville, il s'est dit, ce serait bien de l'appeler Gotham City, la ville gothique, Gotham City. Alors, selon ce qui se raconte, il est allé négocier avec Bob Kane, le créateur de Batman. Les fans de Batman diront un des créateurs de Batman, et peut-être même pas celui qui l'a le plus créé, on est d'accord. En tout cas, il est allé chez DC Comics pour négocier, pour peut-être avoir le nom de Gotham City, mais ce n'est pas du tout passé, surtout que le projet n'avait rien à voir avec Batman, même si, cette ville, et on repense au film de Tim Burton, on se dit, il y a de la ressemblance quand même dans cette Gotham qui n'est pas une Gotham. Voilà, ça c'est juste pour la petite histoire concernant les noms. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, d'entrée de jeu, ils se sont rendus compte que le titre du roman, bien que rigolo, n'était pas assez percutant. Il est trop long, il manque d'impact. D'ailleurs, pour ça qu'ils ont changé aussi le nom du roman par la suite. Et donc, c'est comme ça que de fil en aiguille, ils vont arriver, évidemment, à Blade Runner. Voilà. Mais on n'est pas encore à Ridley Scott, on est juste sur les noms et sur les différentes versions qui ont été proposées, les différentes versions du scénario. Fincher, lui, il avait comme idée de faire de ce film un truc un peu série B, hein, vraiment très peu d'endroits, que ce soit plus théâtral, voilà, ça n'est pas trop exploser les budgets si possible, hein, donc il faisait attention à ça. Pendant qu'il cherche des gens, il y a un certain Gregory Peck, l'acteur légendaire, qui rentre en scène. Alors, ce n'est pas que lui-même voulait interpréter le rôle principal, mais lui, il rentre en scène pour regarder le film, peut-être pour le produire, pour voir un peu tout ça. Il emmène avec lui Universal Studios, et il emmène avec lui un réalisateur d'un film ultra culte, qui est une institution aux États-Unis, le roman surtout, mais le film aussi, donc le réalisateur de To Kill a Mockingbird, à savoir Robert Mulligan. Discussion, réécriture, machin, truc bidule, Gregory Peck, Universal, Robert Mulligan, tout ça, il quitte le projet. Et là, c'est un monsieur qui s'appelle Philip Wise, qui arrive, lui, comme producteur. Et on va voir qu'il va devoir gérer 2-3 trucs. À ce moment-là, ils ont l'idée de contacter un certain Ridley Scott, avec lequel ils avaient déjà parlé auparavant. Et Ridley Scott, il faut savoir qu'en fait, à ce moment-là, il était pris
sur le tournage de Dune. Enfin, sur la préparation de Dune, pas sur le tournage. Dune, celui qui sera finalement réalisé par David Lynch, comme vous le savez. Donc, il est en train de travailler là-dessus, mais ce qui se passe, c'est qu'il y a son grand frère qui est décédé, et lui, il est rentré en dépression, ça n'allait pas. Il fallait qu'il ait un projet rapide, quelque chose qui se fasse, quelque chose à tourner, sans trop de problèmes, hein, lol. Mais quelque chose de rapide, il fallait qu'il tourne un film, il fallait... voilà, parce que, vous le savez, Dune aussi, c'est un gros truc qui a pris beaucoup de temps, qui a eu beaucoup de problèmes, blablabla, il s'est dit, je vais en mettre dans un autre. Mais ça, il ne le savait pas. Donc, c'est pour ça que, finalement, il a accepté de rejoindre cette équipe pour travailler sur le scénario. Mais quand il arrive, hein, parce que ça, c'est une particularité de Ridley Scott, c'est pas juste un faiseur, c'est un monsieur qui a envie de s'investir, c'est un auteur. Et donc, il va aussi retravailler le scénario, il va aussi donner ses idées, etc., etc. Alors, il va travailler avec Fincher, mais des fois, ça va pas aller, ils vont commencer un petit peu à se fâcher sur la direction que doit prendre le truc, parce que comme je vous ai dit, Fincher, c'est un gars qui voulait faire un truc basé sur la discussion, et Ridley Scott voulait en faire plus un film d'action. Je dis ça, je dis rien, hein, il voulait en faire un film d'action. Donc, ça n'allait pas, bref, discussion, machin, truc bidule, et à un moment donné, justement, Philip Wise, il va engager un monsieur du nom de David People, qui lui va amener tout cet aspect métaphysique, en fait, au scénario. Mais ce qui se passe, c'est que Hampton, qui à la base ne voulait pas écrire le scénario, hein, je vous rappelle, hein, en tout cas c'était pas prévu, il va travailler les trucs de son côté, ses réécritures, et puis Scott et People, ils vont travailler un peu de leur côté, etc., etc. Pour la petite histoire, Philippe Cadic qui a lu les deux scénarios, il préférait celui d'Hampton, paraît-il. Mais bon, bref, on ne sait pas à quel niveau, à quel... voilà, quoi qu'il en soit, c'était un peu ce qui se raconte. Mais Hampton, au bout d'un moment, il dit, bon, bah écoutez, moi j'ai fait mes propositions, vous travaillez d'un autre côté, et celui qui est producteur à ce moment-là, donc surtout Philip Wise, lui, il décide aussi de quitter le truc. Donc il se retrouve juste avec monsieur Dilley, qu'on a dit tout à l'heure, hein, Dilley qui est là, et qui essaye de faire ce qu'il peut, mais on a ces espèces de deux gangs opposés, puis finalement, bon, on se concentre sur People et Scott. Voilà. Et c'est là qu'ils arrivent à obtenir l'aide de monsieur Alan Ladd Jr. Alan Ladd, acteur très connu, hein, que tout le monde connaît, hein, et Alan Ladd Jr., très connu aussi, parce que c'est celui, entre autres, qui a permis à un film de SF qui n'est pas de la SF, qui est plus de la science fantasy, de se faire un truc créé par un certain George quelque chose, un truc avec des étoiles, des guerres, Star Wars, hein. Ouais, Star Wars. C'est le mec qui a permis à Star Wars d'exister, entre autres, hein, par exemple. Et donc, il se greffe au projet. Il y a une autre personne qui se greffe au projet, monsieur Ron Roncho. Ron Roncho, le patron de la Shaw Brothers. Shaw Brothers, studio, méga studio de cinéma d'Hong Kong. Donc quand j'ai appris que en fait Blade Runner était coproduit par la Shaw Brothers, la première fois je fais et oui, en effet, il n'y a pas le logo de la Shaw Brothers, mais c'est bien écrit Ron Roncho au début. Donc oui, Blade Runner est produit aussi par les mêmes gars qui font ce genre de film. Voilà, c'est surprenant, mais c'est très bien. La Shaw Brothers qui n'allait pas très fort et qui essayait donc d'investir dans certains films à l'étranger, peut-être pour varier un peu les entrées d'argent et tout ça. Pas de bol, ils vont investir dans ce film qui, comme vous le savez, sera un four. Mais bon, on a des producteurs, et évidemment, le budget va être alloué en conséquence. À la base, c'était 11 et finalement, il sera à 20 et quelques, 28, je crois. Les choses se mettent peu à peu en place tout de même, et Scott, bah, au bout d'un moment, il arrive quand même à un scénario qui est à peu près correct, tout en sachant que le scénario sera réécrit pendant le tournage, etc. Il y aura encore plein de discussions avec les producteurs pendant le tournage. Pour jouer le rôle de Descartes, au début, ils ont pensé à Robert Mitchum. C'est comme ça qu'ils l'avaient imaginé, en écrivant le scénario et tout, mais finalement, bah voilà, ça ne s'est pas fait. Voilà. Et finalement, c'est Dustin Hoffman qui a été lié au projet de manière assez intensive, hein. Il a lui-même proposé et imposé des choses dans le scénario pour que ça lui colle à lui, etc., par rapport à son physique, etc. Donc il a beaucoup discuté, et Ridley Scott dit qu'en fait ils avaient beaucoup discuté, ils avaient mis plein de trucs en place, et quand le moment de parler argent est arrivé, il a fait « Ah, bon, bah, je vais y aller », c'est ce qu'il raconte. Hein. Donc voilà, c'est pour ça que Dustin Hoffman a quitté le projet. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il leur fallait un acteur, il leur fallait une pointure pour justement essayer d'attirer les gens dans la salle. Et c'est là qui pense à Harrison Ford. Alors Harrison Ford, il venait de faire Star Wars, il est en train de finir avec Indiana Jones le premier, qui n'était pas encore sorti. Ils appellent Spielberg, ils lui demandent son avis, Spielberg leur dit que ce gars-là allait être la plus grande star des 10 prochaines années en tout cas, un truc comme ça, bon bref. Ils font venir donc Harrison Ford. Je le dis déjà, la relation entre Harrison Ford et Ridley Scott sur le tournage était catastrophique. Ils ne s'entendaient pas du tout, ils se détestaient pratiquement. Ils se détestaient.
D'ailleurs, Harrison Ford, non pas à la sortie du film, parce que là, il a fait son job, mais plus tard, a descendu le film. Il a massacré le film. Il a dit qu'on comprenait rien, que son personnage était un détective qui enquêtait pas, blablabla. Il a descendu le film plusieurs fois. Il a dit que c'était pas bon. Que c'était pas bon. D'ailleurs, vous n'êtes pas sans le savoir que la version cinéma du film contient une voix off qui a été enlevée par la suite lors du Final Cut et tout ça. Cette voix off, il y a eu débat lors de la production, est-ce qu'on la met, est-ce qu'on ne la met pas? Oui, il y a un côté justement vieux film, noir, etc., donc ça colle à l'ambiance, mais bon, il faut quand même ça apporte quelque chose, blablabla. Bref, il y avait un grand débat là-dessus, je vous expliquerai un petit truc après. Et en réalité, Harrison Ford, on lui a dit, bon, bah maintenant, il faut que tu fasses la voix off. Mais lui, il n'avait pas envie, parce que le film, il lui plaisait pas, puis il avait des problèmes de production, puis le réalisateur et tout ça. Et donc, quand on l'a forcé à faire la voix off, bah, il l'a fait sans aucune envie, et ça se ressent. Et ça se ressent, il l'a fait vraiment en mode, j'en ai rien à secouer de cette voix off, voilà. Alors c'est un truc qui se fait parfois dans certains films ou autres, c'est, je le fais tellement mal qu'ils ne pourront pas l'exploiter, comme ça ils feront la version que je veux. Quoi qu'il en soit, il a dû le faire, ce travail. Harrison Ford, qui, paraît-il, sur le tournage, a fait un travail très professionnel, il a fait ce qu'il fallait, etc., mais que, voilà, il n'était pas plus investi que ça, le film lui passait par-dessus, enfin bref, il en a rien à secouer. Et en plus, il a eu un souci avec l'actrice Sean Young, qu'il ne supportait pas, il ne supportait pas cette actrice, il s'est très mal entendu avec, entre autres parce que il devait tourner, vous savez, la fameuse scène où il y a le hibou, et elle n'arrivait pas à dire hibou, et donc ils ont dû la refaire, et la refaire, et la refaire, et lui, il a pété un plomb. Voilà. Sean Young, qui, elle non plus, n'a pas beaucoup aimé Monsieur Harrison Ford, entre autres la scène où ils doivent faire des câlins horizontaux, hein, ce qui mène à ça, parce que juste avant, il la moleste. Donc déjà, elle s'est dit, ouais, quelle femme tomberait amoureuse d'un mec qui la moleste? En effet, on peut se poser la question, mais surtout, elle s'est plaint qu'Harrison Ford y allait un petit peu franco, hein, alors de la molester. Alors, quand on voit la scène, ça n'a pas l'air d'être hyper violent, on va pas se mentir, mais faut pas oublier un détail, c'est qu'il n'y a pas eu qu'une seule prise. Monsieur Ridley Scott faisait beaucoup de prises différentes, et c'est sans doute la répétition, et peut-être que d'autres prises étaient évidemment plus violentes, etc., qui l'ont fait souffrir, hein. Il paraît qu'après, elle est partie en pleurs et tout. On dit qu'elle a dû prendre 3 semaines d'arrêt après ça. Il y en a qui disent que c'est à cause de ses blessures, d'autres juste disent que en fait elle en pouvait plus, puis elle a demandé une pause, et puis voilà. Quoi qu'il en soit, elle non plus, elle l'a pas aimé, donc voilà, ça aide. Les acteurs, qui d'ailleurs ont été très peu dirigés pendant le tournage du film, hein. Le seul qui a été un peu dirigé, c'est Rutger Hauer, et les autres étaient largués à eux de se débrouiller et de faire ce qu'ils savent faire ou ce qu'ils pensent faire. Mais comme on l'a dit, certains acteurs comme Harrison Ford comprenaient pas trop le film non plus, donc voilà. Pour les effets spéciaux, ils ont fait venir monsieur Douglas Trumbull de 2001, l'Odyssée de l'espace, de Star Trek le film. Donc vraiment pas un manche à l'heure de faire des effets spéciaux. Le souci, c'est que le monsieur, il a signé pour le film et tout, mais il s'est rendu compte qu'il avait un autre contrat. Il a dit, écoutez, je peux venir donner un coup de main, je vais travailler sur le film, mais au bout d'un moment, je pourrais plus être là. Alors je laisserai un homme de confiance, je reviendrai tant que je peux, mais voilà, je serai là sans être là, quoi. Donc les mecs qui ont fait le film, ils ont engagé le gars qui fait des effets spéciaux de ouf, sauf que le gars qui fait des effets spéciaux de ouf, ouais, ok, je veux être là, mais pas trop non plus, quoi. Voilà. D'ailleurs, Douglas Trumbull dira que c'est le dernier grand film, justement, sans CGI, etc., etc. Je profite déjà pour donner une petite astuce. Pourquoi est-ce que les véhicules volants, ils ont une lumière sur eux? C'est justement pour cacher les effets spéciaux, pour éviter qu'on voit trop le contour, etc., etc. C'est une petite astuce de mise en scène. Mais voilà, est-ce que les problèmes s'arrêtent là sur le tournage? Non, 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 allez, on part sur la musique. Donc on a le grec Vangelis qui s'occupe de la musique. Vangelis, c'est quelqu'un qui aime bien travailler une fois que le film il est fini, monté, comme ça il peut adapter sa musique, s'adapter au montage, etc., etc. Vous voyez déjà venir le truc. Cette fois-ci, en fait, il a accepté sur la présentation d'un scénario. Il s'est dit, ah ouais, là, il y a déjà de quoi faire de la musique, donc il a accepté. Seul problème, bah, c'est que le scénario, il a beaucoup changé, comme je vous ai dit, même des réécritures pendant le tournage. Donc tout ce qu'il faisait, ça ne collait pas, et en plus, tous les changements, tout ce qu'on veut, là, Ridley Scott n'a pas arrêté de venir lui dire, ah non, finalement, ça j'ai changé, ça, si, ça. Et finalement, ben, je pense qu'il n'a pas trop apprécié. La preuve, c'est que la bande originale du film n'est pas sortie au moment de la sortie du film, etc., etc. Non, 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 non. Elle est sortie 12 ans plus tard sur le commerce. Ce qui fait dire que le gars n'a pas trop apprécié non plus l'expérience. Encore un pour lequel c'était difficile. Mais c'est pas tout. Parce que le tournage du film, pour des questions justement de visuel et tout ça, avait lieu souvent la nuit, jusqu'à 5 heures du matin. Donc évidemment, déjà,
toute l'équipe du film, bah, ils étaient pas contents. En plus, Monsieur Ridley Scott a fait des déclarations dans la presse en disant que dans Alien, il travaillait avec une équipe anglaise, lui qui est anglais, on rappelle, hein, c'est un Britannique, et il disait que voilà, avec les Britanniques ça passe mieux, c'est mieux, etc. Quand je leur dis un truc, ils disent Yes, governor, donc oui, gouverneur, enfin bref, un truc du genre. Et évidemment, l'équipe américaine de Blade Runner n'a pas apprécié du tout cette remarque, hein. Déjà qu'ils n'étaient pas contents de travailler de nuit, et qu'ils appréciaient pas du tout de travailler avec Ridley Scott, justement, qui est très directif, qui est pas très psychologue. Et ben là, ça fait exploser. Ils portaient des t-shirts sur lesquels c'était écrit Yes, Governor, my ass. En gros, référence à ça en train de l'envoyer bouler. De l'autre côté, hein, chez lui et peut-être d'autres Anglais qui étaient sur place, ça a été vu un peu comme une forme de racisme aussi, d'une certaine manière, enfin, de xénophobie, on va dire, dans ce cas-là. Donc, voilà. Et il faut savoir que l'ambiance était tellement mauvaise et tendue sur le plateau que quand quelqu'un quittait le tournage, hein, il dit c'est bon, j'en peux plus, j'arrête, je me casse, l'équipe du film l'applaudissait, ouais, bravo, bien joué. Voilà le niveau. Mais évidemment, ce n'est pas tout, puisque vous êtes au courant quand même des réécritures, comme je vous ai dit, des dépassements de budget, du fait que les producteurs étaient là en train de dire t'es en train de faire quoi là en train de mettre la pression, et comme vous le savez, les différents montages du film. Alors il y a plus de montages qu'on le croirait, parce qu'il y a eu une première projection test aux États-Unis, et le public est sorti en disant grosso modo j'ai rien compris au film. J'ai absolument rien compris. Alors ils refont le montage, ils rajoutent cette voix off, qui a demandé à Harrison Ford de continuer à travailler, ce qu'il voulait absolument pas, et ils ont fait une deuxième test. Et là, les gens sont sortis encore une fois, j'ai rien compris, c'est quoi ce truc, blablabla. Et c'est là que tout est définitivement parti, on va dire, en cacahuète, remontage, truc, machin, chose. Entre autres, cette fameuse fin de la version cinéma, qui est une version qu'on ne verra plus à part là, avec des plans qui ont été réutilisés de ce qui avait été tourné pour Shining, hein, donc pour l'intro de Shining, ils ont réutilisé ces plans pour faire cette fin positive, ce happy ending, qui est un petit peu particulier, un petit peu bizarre. On peut déjà se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a des décors aussi beaux de la nature juste dehors, mais les gars restent dans cette ville absolument polluée et dégueulasse? Oui, ça fait un peu bizarre quand même, fin de film, bon, bref. On parlera après de ça. Mais quoi qu'il en soit, ils ont introduit tout ça, et le film est sorti au cinéma, mais il faut savoir qu'aux États-Unis et en Europe, c'était pas le même montage non plus, c'est-à-dire qu'ils ont encore continué à le travailler, etc. Et là, comme tout le monde le sait, le film est un four monumental. Bien sûr, il marque les esprits de certaines personnes, mais d'un point de vue argent, c'est un four, les gens n'apprécient pas, etc., etc. Et il faudra attendre les années à venir pour, justement, qu'il y ait la Director's Cut, le Final Cut, qui enlève la voix off, qui coupe cette fin, etc., etc., pour qu'on ait une version définitive de Blade Runner qui entre-temps est devenu un film culte, apprécié, et maintenant qui est, grosso modo, comment dire ça, canonisé, voilà, c'est le mot que je cherchais. Alors, on va faire juste une petite parenthèse pour parler des petites différentes versions. Allez. Très court, juste pour dire que la voix off, je trouve que c'est un peu Blade Runner pour les nuls, quoi. Il surexplique ce qu'on voit à l'écran, et tu dis, mais en fait, j'ai pas besoin de cette voix off. Quand on l'écoute, on se dit, j'ai pas besoin de cette voix off. Alors oui, ça donne un aspect film noir, tout ce qu'on veut, mais j'ai pas besoin, moi, de cette voix off, mon dieu, c'est quoi ce truc c'est quoi ce truc dégueulasse? Et honnêtement, non, ça me dérange pas qu'il y soit, mais globalement, ouais, c'est vraiment Blade Runner pour les nuls. Gueule d'humain. C'est comme ça que Brian appelait les réplicants. Le type même du flic qui autrefois appelait les Noirs des négros. En ce qui concerne la fin de la version ciné, elle tombe un peu comme un cheveu dans la soupe. Alors oui, ça fait un peu du soleil et tout ça, mais ça ne colle pas à l'ambiance générale du film et tout. Et ça fait vraiment happy ending forcé, voilà. Jeff était venu chez moi et il l'avait laissé vivre. 4 ans, il croyait. Il se trompait. Tyrell m'avait dit que Rachel était différente. Pas de limite de vie. Je ne savais pas combien de temps nous avions tous les deux. Mais qui le sait? Après, chacun son avis sur les différentes versions. Certains diront Final Cut et puis c'est tout. Moi, je trouve que la version ciné a des choses qui peuvent intéresser des gens. La voix off, ça peut plaire à des gens, etc. Personnellement, je trouve que même si ça donne une ambiance film noir, hein, qui est l'un des deux grands versants de Blade Runner, hein, film noir science-fiction, et comme j'ai dit, c'est un petit peu trop facile.
Et précisons aussi pour dire que maintenant, voir la version ciné d'origine, blablabla, eh ben, ça devient d'un compliqué. Et à part le Final Cut, tant mieux diront certains, c'est difficile de voir le film tel qu'il a vécu, on va dire. Comme quoi, finalement, George Lucas et ses remontages, finalement, c'est apprécié par certaines personnes. À condition que le film d'origine soit considéré comme mauvais, on est bien d'accord. Alors, on n'est pas encore dans l'analyse, mais le coup de la scène de la licorne, qui vient donc évidemment suggérer que M. Descartes est un répliquant, il y a des rumeurs qui disent que cette scène viendrait en fait d'un autre film de Ridley Scott, donc à savoir Légende. Ce n'est pas le cas, semble-t-il que ce sont bien des plans qui ont été tournés pour ce film. Donc ça veut dire que Ridley Scott avait cette intention. Mais honnêtement, quand on voit tout ce qui se passe dans le film, etc., et surtout qu'on sait que le Final Cut et tout ça, c'est arrivé bien après, alors que le film a eu le temps de tourner dans la sphère cinéphile, il y a eu des théories, des trucs et des machins, moi, je fais partie de ceux qui pensent, sincèrement, que Ridley Scott s'est nourri de ces différentes choses pour appuyer certaines idées qui étaient peut-être présentes à l'origine, hein, qui l'étaient d'ailleurs, mais comment dire ça, il les a un peu appuyés en fonction de, parce que lui aussi il change, lui aussi il est passé à d'autres choses, etc. Donc il s'est nourri de tout ça pour finalement donner la version qu'il a. Il faut savoir que quand sort le Final Cut, ce n'est plus le même Ridley Scott que lors du tournage. Il a évolué, c'est normal. Et donc, bah, le film n'est plus non plus le même que s'il l'avait fait en version Director's Cut à l'époque. Enfin bref, c'est compliqué tout ça, et à l'arrivée finalement c'est juste une question de choix et de goût de chacun. On va analyser tout ça, c'est parti. Alors, on va commencer l'analyse du film. Évidemment, d'abord, on va devoir survoler certains sujets par rapport à une certaine vision des choses, et ensuite, on va se recentrer sur les sujets, donc on reviendra dessus, il n'y a pas de souci. Je profite déjà, ceux qui sont restés avec nous jusque-là, pour vous remercier. Je vais donc vous demander, évidemment, de lâcher un like et de vous abonner, etc. Et on va faire un test de Voidkampf en direct, pour être sûr que vous êtes restés jusque-là, que vous avez bien suivi la vidéo, que vous n'êtes pas parti parce que y a pas d'humour, ou c'est pas divertissant, on fait que d'apprendre des choses, même si évidemment ça reste léger vu la durée de la vidéo. Si vous écrivez un commentaire important, on va mettre un code. Avant votre commentaire, vous mettez AXN en majuscule, et vous écrivez votre texte. Voilà, juste AXN, comme ça, sans rien, et vous écrivez votre texte. Comme ça, on sait si vous êtes un répliquant d'Internet, ou alors si vous êtes une personne sensée, avec de l'intelligence morale et tout ce qui va avec. Oui, mais le film ne parle pas de ça, et c'est pas comme ça qu'il différencie les répliquants, on est d'accord? On va parler du film. Donc, le film, en lui-même, a deux aspects qui prédominent, je vous l'ai déjà dit. L'aspect film de science-fiction, évidemment, avec toutes les thématiques que nous allons discuter et nous allons approfondir plus tard, plein de sujets, etc., mais aussi, évidemment, un aspect film noir qui est très prononcé. D'ailleurs, Ridley Scott avait sur lui une reproduction d'une peinture, donc d'un certain Edward Hopper, qui s'appelle Nighthawks, dans lequel, justement, on voit un peu ce côté lumineux qu'il voulait donner au film, avec cette ambiance film noir. Film noir, très marqué déjà par le personnage principal, qui est un détective, évidemment, qui a ce côté un peu fatigué, un peu, voilà, qu'on voit dans les films noirs. Hein. On voit clairement qu'on n'est pas face à un héros de cinéma, de films d'action, etc. Hein, ça, c'est assez évident. On reviendra là-dessus plus tard. Hein. Le personnage de Rachel, on va dire en français, qui, elle, joue avec les codes de la femme fatale. Je rappelle femme fatale, en français on dit femme fatale, mais en anglais on dit femme fatale, c'est-à-dire que c'est un terme, on va dire presque technique. Ce n'est pas qu'elle applique tout ce qui correspond à une femme fatale, mais en tout cas, elle reprend certains aspects, certains stéréotypes, j'ai envie de dire, pour que dans le film, on ait cette idée de femme fatale qui ressort. Voilà. Et en plus de ça, on a évidemment l'ambiance dans les rues nocturnes, le stéréotype du film noir, c'est le détective avec son chapeau, sa veste, et puis vous savez, les bouches d'égout avec la vapeur qui sort et tout ça, et ben ça, d'une certaine manière, on l'a reproduit dans le film, avec cette ambiance pluvieuse, etc. On l'a déjà évoqué, mais évidemment, la voix off, hein, qui est quelque chose qui vient à la base du film noir, hein, même si pas tous les films noirs, etc. On peut aussi, tout simplement, évoquer aussi les armes du personnage. Hein. Il aurait pu avoir des armes laser, comme dans le livre de Philippe K. Dick, ce n'est pas le cas. Hein. Ce sont des armes qui tirent des balles ici, ce qui donne un côté rétro, on va revenir là-dessus tout de suite. Et l'univers, globalement, comme je vous ai dit, cette ambiance à la Nighthawks.
Eh ben, parlons de l'univers, justement, pour dire que ce qui permet à ce film aussi de tenir sur la durée, c'est que on nous parle du futur. En 2019, certes, mais du futur. Or, on voit clairement que la technologie qu'il y a dans ce film ne correspond pas à celle que nous avons eue en 2019, de nos jours, ou même peut-être dans les prochaines années. Les voitures volantes, il y a de fortes chances qu'on n'ait pas ça prochainement, pas du tout même. Ok, d'accord. Mais il n'y a pas que ça. Où sont les téléphones portables? Où sont les smartphones où on a pratiquement Internet dessus, on est connecté de tout et de rien? Ben, on aurait pu avoir tout ça. Bien sûr, le film date du début des années 80, et donc il ne savait pas quelle technologie on allait avoir aujourd'hui. Donc vous me direz, c'est ce qu'on appelle du rétrofuturisme. Mais ce rétrofuturisme garde une partie, en tout cas de son charme, justement ce qu'il fait durer dans le temps, grâce à l'aspect film noir. Parce que l'aspect film noir fait référence en plus à quelque chose de plus ancien, hein, à une autre époque, à des films un peu classiques et classieux, j'ai envie de dire. Et par conséquent, le fait que cette technologie y soit sans y être, colle aussi, peut-être sans le vouloir, à ce stéréotype de film noir, et donc ça permet à Blade Runner, malgré les années qui passent à ce niveau-là, eh ben, de garder un certain charme et de pas juste être dépassé au niveau de la technologie. Pour combien de temps, ça on ne sait pas, mais en tout cas pour le moment il tient plus longtemps sans doute que ce qui était prévu à la base. Évoquons quelque chose qui peut fâcher certaines personnes. Je sais que sur Internet, il y a beaucoup de gens qui adorent tirer le truc à soi. Ah, les critiques ont pas aimé, mais le public, lui, il a compris. Vous voyez, non, on est intelligent, on a compris, nous, le public, tu vois. Mais parfois, le public n'a pas compris, mais après, il a été sauvé. Mais nous, le public qui revoyons le film, nous, on a compris que c'était un bon film. Toujours du bon côté, hein, c'est marrant. Mais bref, je vais vous dire quelque chose. L'échec de Blade Runner était prévisible. Évidemment, il aurait pu se passer tout et n'importe quoi, mais il était prévisible, à cause de tous les soucis de production que nous avons vus. Certes, mais surtout parce que le film, il promet quelque chose qu'il ne fait pas. Sur le papier, qu'est-ce qu'on a? On a un flic qui est à la poursuite d'androïdes rebelles, et on nous promet presque ça comme une espèce de film d'action. En plus, on a Harrison Ford qui est sorti de Star Wars, même si c'est pas vraiment de la SF, hein, c'est de la science fantasy, mais quand même, hein, d'accord. Et il est en train de faire Indiana Jones. Ce sont donc Star Wars comme Indiana Jones, vous le savez, ce sont des œuvres qui sont tournées vers le pulp, vers les vieux trucs, les trucs d'exploitation, vous voyez. Donc on en a dans quelque chose de très, j'ai envie de dire, simple, direct, divertissant et tout ça. Hein. Moi j'adore ces films, hein, donc c'est pas moi qui vais vous dire que c'est nul, mais je veux dire, on n'est pas dans cet aspect-là. Or là, on nous fait croire ça sur le papier, et en réalité, on a un film qui est totalement différent, dans le rythme, dans ce qu'il raconte, etc. Donc, forcément, ils sont déstabilisés. Qui plus est, on l'a vu, les projections test, on fait dire aux gens qu'ils comprenaient pas le film. On reviendra là-dessus, parce que c'est un truc qui me sidère. Non pas de pas comprendre le film, mais il y a autre chose après. Et il y a aussi un truc, c'est que peu avant la sortie de ce film, il y a un certain E.T. qui est sorti. E.T. l'extraterrestre de Steven Spielberg, qui a aussi un côté science-fiction, évidemment, et qui lui a cartonné. Qu'est-ce qui se passe? Eh ben, en fait, vous savez, quand un film est un énorme succès, il fait un peu un effet trou noir, les gens vont aller au cinéma, ils vont voir quoi? Le film qu'on recommande plutôt que celui qu'on recommande pas. Bah ouais, c'est logique. Et donc, forcément, Blade Runner a souffert de ça, tout simplement. Il a souffert aussi du méchant Spielberg, voilà. Première grosse thématique que j'ai envie d'évoquer avec vous, les yeux. Les yeux dans ce film sont hyper importants. Le film commence par cette vision de la ville, et ensuite on a cet œil. Cet œil qui regarde. Alors il y a eu plein de philosophies. C'est l'œil d'un répliquant, c'est l'œil de Descartes, de qui est cet œil? Et j'ai envie de vous dire, est-ce que ce ne serait pas avant tout l'œil du spectateur, qui découvre cet univers, et qui lui aussi est un peu fasciné? Évidemment que oui. Et on verra par la suite que le spectateur fait peut-être partie de l'équation. Hein, peut-être qu'il fait partie de l'équation. Donc on a cet œil en introduction. Mais l'œil, on le retrouve à plein d'autres moments. Les yeux rouges, hein, qu'on a, ce sont les yeux des répliquants. Que ce soit le hibou ou autre, quand on a les yeux rouges, ce sont les répliquants. Comment se fait ce test du Voight-Kampff? Il teste plusieurs choses, mais entre autres, cette caméra sur l'œil. Problème de sécurité.
Préparez-vous pour Je vérifier. peux parler? Les tests, ça me rend nerveux. Hein. Les personnages, les réplicants, ils vont voir Hannibal Shue, celui qui fabrique les yeux. Et ouais, et il lui dit, Si vous pouviez voir les choses que j'ai vues avec vos yeux. d'accord? Donc, on a encore la thématique de l'œil. Monsieur Tyrell, il a des grosses lunettes qui lui font grossir les yeux, c'est pas pour rien. La complexité de la vie. Et d'ailleurs, comment est-ce qu'il meurt? Donc il le tue par les yeux. Qui plus est, on a aussi la fameuse réplique J'ai vu tant de choses que vous, humains, ne pourriez pas croire. Donc, oui, les yeux sont importants. Et d'ailleurs, le film a marqué à quel niveau, surtout. Comme je vous ai dit, c'est avant tout un film noir. Donc, là où le film a impacté, c'est surtout dans l'aspect cyberpunk, et donc dans le visuel, dans la représentation de cet univers. Je dis pas que la musique n'a pas plu, etc., etc. Mais ce qui a marqué réellement profondément les esprits, c'est l'aspect visuel du film. Les yeux, juste les yeux. Juste les yeux. Mais à part cela, parce que évidemment, quand ils faisaient le film, ils se sont pas dit « Oh, on va marquer l'histoire avec un visuel de film ». Le film nous raconte quoi? Et bien en réalité, un truc classique, c'est que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Tout simplement, l'âme des réplicants, l'âme des humains, et l'âme de Tyrell. On peut dire ça. Donc les yeux sont quelque chose de primordial. On dit souvent que quand on parle, il faut regarder quelqu'un dans les yeux. C'est pas du tout mon point fort. Mais voilà. Donc, le film est très axé sur le regard, et donc l'aspect externe entre un réplicant et un humain, c'est qu'ils sont pareils. Donc, on ne voit que en profondeur l'âme, ce qu'il y a à l'intérieur. Le philosophe français René Descartes disait que ce qui fait la différence entre les humains et les animaux, c'est que les animaux, certes, ils peuvent communiquer, ils font des bruits, ils communiquent, mais ils ne sont pas capables de formuler des idées. Ils ne sont pas capables de penser. Or, vous connaissez cette fameuse phrase de Descartes. Je pense, Sébastien. Donc je suis. Qui évidemment est dans le film. Ce n'est pas pour rien. D'ailleurs, petite remarque, René Descartes, René Descartes, je suis en train de mélanger. C'est pas pour rien qu'il s'appelle comme ça, le personnage principal du film. C'est évidemment une référence à cette réflexion. Et je tiens à préciser que si, du livre au film, il y a beaucoup de noms de personnages qui sont changés, celui de Rick Descartes, lui, il reste. Et ce n'est pas pour rien. C'est parce que c'est un nom qui a un sens, qui a une signification. Nous ne sommes pas des robots, Sébastien, mais des êtres vivants. Je pense, Sébastien. Donc je suis. Dans le film, on a le chef de la police, le chef de Rick Descartes, qui lui dit quelque chose du type « Ils ont été conçus pour imiter les êtres humains en tout point, sauf dans leurs émotions. » Et il complète avec quelque chose du type Leurs créateurs reconnaissent qu'après quelques années, ils peuvent développer eux-mêmes des réactions émotionnelles. Morale de l'histoire, si on se base justement sur ce que pense plus ou moins Descartes, les réplicants sont 100% humains. D'ailleurs, ça c'est un des défauts que j'ai perçu avec le film, c'est que cette scène du commissariat de police était au tout début du film, et on nous dit voilà la différence entre les humains et les réplicants, et voilà ce que sont les réplicants, finalement ils font comme les humains. D'entrée de jeu, le film ne se cache pas, et c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que quand les Américains n'avaient pas tout compris, alors ça dépend du montage évidemment qu'ils ont vu, je trouve le film tellement évident, la première fois que je l'ai vu j'avais 14 ans, et ça, à peu près 13-14 je sais plus, et ça m'avait paru une évidence tellement grosse que voilà quoi. Bref, tout ça pour dire qu'il faut établir un fait assez rapide, c'est que le film dit clairement les réplicants sont humains. À quel point, etc. Et c'est là où on peut se poser la question. Mais on se rappelle aussi, par exemple, la fameuse scène où le chef de la police les traite aussi avec un terme péjoratif, et la voix off précisait bien que ce terme péjoratif, c'était comme à l'époque, hein, un flic du genre aurait appelé comme ça les personnes de couleur noire. Enfin, je veux pas répéter le terme pour pas avoir de soucis, mais voilà. Donc, oui, le film fait clairement une référence à une humanité des réplicants. Ce sont des humains un peu différents, certes, mais ce sont des humains. Quelqu'un comme Rachel, par exemple, c'est quelqu'un qui découvre qu'elle est un réplicant. Ça veut dire qu'avant,
Oralba, c'était juste une humaine, tout ce qui y a de plus normal, elle ne se posait même pas la question. Et qu'en est-il de Rick Deckard? Deckard, lui-même, c'est un personnage qui est froid, qui n'a pas beaucoup d'émotions, qui est un peu désabusé de la vie. La preuve que c'est pas juste les réplicants qui peuvent être désabusés et ne pas ressentir d'émotions. Les êtres humains aussi, il y en a qui n'en peuvent plus. Alors vous me direz, oui, mais Deckard, c'est un réplicant. Oui, peut-être, peut-être pas. Ça, on reviendra dessus un petit peu après. Mais quoi qu'il en soit, c'est de ça que nous parle le film. Et le film nous montre quoi? Un futur désabusé. Donc un futur où l'émotion, la chaleur humaine et tout ça n'y est plus. En fait, c'est un futur répliquant, j'ai envie de dire, dans l'idée. Donc, pourtant, ce futur, c'est un futur créé par les humains. Donc, on a encore une fois cette perte d'émotion dans l'humanité au sens large. De plus, les réplicants, on nous dit dans le film qu'ils se révoltent, ils se révoltent, donc ça fait clairement référence à l'esclavage, au racisme et tout ça, donc on est vraiment en train de faire un futur rétro, mais même déjà en 82, c'est-à-dire qu'on fait référence à ces différences que faisaient les êtres humains sur les êtres vivants, alors que c'était des êtres humains. Mais oui, mais pas tout à fait, la couleur de la peau, le truc, le machin. Pas facile de vivre dans la peur, hein? On peut repenser à la controverse de Valladolid. Je pense que vous en avez entendu parler. Les gens des pays civilisés de l'époque, donc à Valladolid, en Espagne, ils se sont réunis, je pense surtout les Espagnols, pour se demander si les gens du Nouveau Monde, guillemets, donc l'Amérique, si les gens du continent américain étaient des humains, ou alors s'ils pouvaient tout simplement en faire des esclaves. Et ils sont arrivés à la conclusion que ouais, finalement, ce sont pas vraiment des humains, ce sont des sauvages. Donc, on peut les réduire à l'esclavage. Donc, ce film fait clairement référence à toutes ces réflexions. Bien sûr, en amenant une notion nouvelle due à la science-fiction, pour détourner un petit peu le regard, mais la question que pose le film, il la pose à nous, spectateurs, est-ce que pour toi ce sont des humains ou pas? Parce que finalement, tu sais qu'ils ont été fabriqués en laboratoire, mais dans tout ce qu'on te montre, on arrive à une situation où ils sont humains. Et c'est ça, la vraie question, c'est toi, spectateur, qu'est-ce que toi tu ressens? On peut parler évidemment de la fin, la mort du bad guy du film. Est-ce que c'est vraiment un bad guy? Oui, parce qu'il tue quand même des gens. Mais on peut parler de la mort de ce personnage. À la fin, attention, spoiler de la mort qu'il tue après je sais pas combien de temps de vidéo, il sauve Rick Deckard. Alors que lui-même est en train de mourir, il a une espèce de flash de ce qu'est la vie. D'une certaine manière, il devient plus humain qu'humain, plus émotif que les humains qui sont dans ce monde, qui n'ont plus trop d'émotions. Lui-même devient enfin quelqu'un qui ressent la vie au fond de lui, et une envie de vivre, une envie de partager, une envie d'aimer son prochain. Et face à la mort, il devient plus humain que les humains. Vous connaissez certainement Montaigne. Montaigne, il disait que ce qui faisait l'humanité, en tout cas une des grandes qualités de l'humanité, c'était l'amitié. Or, regardez bien le personnage de J.F. Sébastien. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des robots et il dit « Ce sont mes amis ». Bon, alors certes, c'est lui qui dit que ce sont ses amis, mais en théorie, les autres sont aussi ses amis à lui. C'est dans les deux sens, l'amitié. Donc ça veut dire que déjà, ceux-là ressentent l'amitié. Or, les réplicants dans le film, ils font un clan. Ce sont des amis, ils se supportent. Et en même temps, il y a même de l'amour. Il y a même de l'amour. Parce que oui, le leader des réplicants est amoureux du personnage de Pris. Ils s'embrassent. Donc, on est clairement au-delà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que le film nous montre ces personnages quand même de manière un peu bizarre. Une manière de jouer, une manière des acteurs, évidemment, une manière d'être de ces personnages qui peut paraître inhumaine. Mais est-ce que c'est plus inhumain que tout le reste qu'on voit dans le film? Est-ce que c'est plus inhumain que le restaurateur dans la rue qui fait semblant de pas comprendre ce qu'on lui dit pour ensuite lui parler en anglais? Est-ce que c'est plus inhumain que ça? Vous voyez ce que je veux dire? Et vous connaissez sans doute une réplique que j'aime bien en philosophie, mais qui vient de plus loin. L'homme est un loup pour l'homme. L'homme est un loup pour l'homme. Quel est le son que fait Roy Batty à la fin du film? Il fait le loup. Il fait le loup. Parce que c'est une chasse, c'est un combat entre les deux. Donc à ce moment-là, le chasseur est le chassé. Sauf que si l'homme est un loup pour l'homme, ça veut bien dire qu'on est face à deux hommes qui se font la guerre, qui se chassent l'un l'autre, et par conséquent, l'homme se chasse lui-même. Voilà.
Il est l'heure de voir toute la symbolique religieuse qu'il y a dans ce film, et, très intéressant, ce n'est pas que de la symbolique chrétienne ou judéo-chrétienne, ça va quand même au-delà, ce qui pour moi est encore plus intéressant par rapport à ce film. Tout d'abord, nous avons donc les humains qui créent les réplicants à leur image, comme par hasard. Ils créent les réplicants à leur image, et tels, nous les humains, par rapport à Dieu, si on croit en Dieu, alors une idée de Dieu qui serait donc immortel, donc ces réplicants ont une durée de vie très courte, et les humains seraient comme des dieux pouvant vivre quasi éternellement si on compare à eux. Qui plus est, dans ce film, qu'est-ce qu'on a? On a les humains qui ont chassé les réplicants, les dieux humains ont chassé les réplicants humains, sujet précédent, hein, les réplicants égale humains, ont chassé ces réplicants du paradis terrestre. Alors bon, c'est clair que dans le film, la Terre n'a pas l'air d'être trop un paradis, mais ils les ont chassés de ce paradis en leur interdisant de revenir. Et c'est à ce moment-là qu'il les a déclarés mortels, et même, bon, il les a créés mortels, mais ils les ont créés mortels à l'extérieur du paradis terrestre. Interdiction de revenir. Qu'est-ce qui vous pose un problème? La mort. Il y a même, à un moment donné, Tyrell qui fait une référence biblique très grosse en citant Vous êtes le fils prodigue. Voilà, la parabole du fils prodigue. Alors, c'est pas ce qui est montré dans le film. La parabole du fils prodigue, pour résumer facilement, c'était un fils de riche qui décide de partir, je prends ma part d'héritage, je pars, je dépense tout. Et quand il a plus de fric, il revient vers son père, comme ça, oui, plus d'argent, et son père lui dit, mais bien sûr que je t'aime, viens là. Et ça, c'était une manière d'expliquer pour les chrétiens que tu peux quitter l'église, tu peux douter, mais si tu reviens, t'en fais pas, Dieu, il va t'aimer. Ça, c'est le principe. Vous voyez que dans le film, ce n'est pas ce qui se passe. Il lui dit juste, en gros, que il est parti, enfin, les réplicants sont partis, ils ont vécu intensément, et ils ont dépensé toute leur énergie de vie, et donc ils en ont plus. Mais l'expression est quand même dans le film, et ce n'est pas pour rien. Alors, parmi les emprunts du film, évidemment, il y a des grosses références à un classiquissime de la science-fiction qui est Metropolis, hein, Metropolis qui nous montre les pauvres en bas, comme dans Blade Runner, et les riches tout en haut, comme dans Blade Runner, et Blade Runner nous montre aussi une espèce de milieu, hein, entre autres, par exemple, l'espèce de commissariat de police qui est en haut d'une tour, mais qui n'est pas la tour la plus haute. Je reviens sur la symbolique religieuse, la maison de Tyrell, la chambre de Tyrell ressemble, et c'est basé sur la chambre du pape, Jean-Paul II. Voilà. Qui plus est, on voit que Tyrell, il habite donc tout en haut, tel Dieu, évidemment, dans une pyramide. Pyramide qui peut évoquer les Égyptiens, mais dans sa forme, ça évoque plus Teotihuacan. Alors, je suis pas du tout un expert là-dedans, mais j'ai trouvé en cherchant sur Internet que, qui plus est, ce serait la pyramide du soleil. Voilà, du soleil. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que le seul moment où on voit du soleil dans cette ville, c'est chez Tyrell, c'est chez lui. Voilà. Donc, on a, comme j'ai dit, autre chose que simplement de la religion judéo-chrétienne. Évidemment, Tyrell, le dieu de la création et tout ça, qui est tout en haut de la ville, ça fait évidemment partie du folklore, on va dire. Les réplicants, dans le film, se posent des questions existentielles tout à fait humaines. Comment prolonger sa vie? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés comme ça? Alors vous me direz, mais je ne pas en dire, non mais je parle depuis tout le temps, l'humanité s'est posée ce genre de questions. Pourquoi est-ce que ça a été créé comme ça? Pourquoi pas plus? Pourquoi ces limitations? Qu'est-ce qui se passe? Etc. Donc les réplicants se posent beaucoup de questions très humaines, sujet d'avant, et j'ai envie de dire, pour ne pas citer Nietzsche, que finalement ils sont peut-être réplicants, trop réplicants. Il est temps de mourir. Et rappelons quand même que dans cet univers, tous les animaux qu'on croise sont des animaux de synthèse, ce qui veut dire que ce ne sont pas des vrais animaux, ce qui veut dire que même les animaux dans ce monde sont fabriqués par le même Tyrell, donc par le même Dieu. Il est artificiel? Bien sûr qu'il l'est. Un peu à la manière de Frankenstein, où la créature va finir par tuer le créateur, ces réplicants arrivent à atteindre le créateur, et déçus par leur réponse, ils vont finir par tuer le créateur. Donc ils vont finir par tuer Dieu. Dieu est mort, disait Nietzsche. Encore une fois, une référence philosophico est liée à la chrétienté d'une certaine manière. Dieu est mort. Et si Dieu meurt et que le réplicant est capable de tuer Dieu, ça veut dire que Dieu n'est pas Dieu, mais Dieu, dans ce cas-là, est un humain. Or, si l'humain est un réplicant, le réplicant est humain, et l'humain est Dieu, et donc le réplicant est Dieu, etc., etc. Ça n'a plus aucun sens, mais en gros, ça veut dire qu'il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas d'être humain.
tous sont la même chose, on va dire justement, des êtres humains. Il n'y a pas de supérieur, il n'y a pas d'inférieur. Le film prend le temps de démystifier tout ça pour dire que finalement nous sommes tous condamnés à la même chose et que toutes ces différences, dans ce cas-là on peut aussi penser à l'argent, hein, je vous ai dit Métropolis, on peut penser à l'argent et tout ça, à l'arrivée, tous ne sommes que des humains, purement humains. Et là je parle pas humain dans le film, je parle humain dans notre monde à nous. Et tombent les anges en feu. La foudre les entoure de ses éclairs, brûlant dans les flammes ardentes d'Orc. Le chef des réplicants, à un moment donné, il sort une réplique qui a l'air tirée de la Bible. Elle n'est pas tirée de la Bible, hein, faut le savoir, ça vient d'un poème, mais en tout cas, il y a clairement une référence au fait que les réplicants sont des anges déchus. En réalité, Roy Batty, c'est Lucifer lui-même. C'est lui-même, Lucifer, qui a été chassé du paradis. C'est pour ça peut-être qu'il se retrouve sur cette terre qui est un enfer, hein, finalement, comme quoi les choses peuvent s'inverser, et qu'il est opposé à Dieu le Créateur. Il y a d'autres, évidemment, représentations divines. Par exemple, à la fin, Roy Batty, il est en calbute. Et il prend un clou et il se le plante à travers la main. Et évidemment, en vision christique, claire et nette. D'ailleurs, le passage du clou dans la main, ça avait été, c'était pas dans la version cinéma américaine, mais dans l'européenne. Bref, il se plante ce clou à travers la main. Encore une fois, sous-entendu très très clair. Qui plus est, à la fin, il fait son discours et il sauve la vie d'une personne. Comme je vous ai dit, cet amour de la vie. Et d'une certaine manière, il fait une sorte de, c'est un peu exagéré, mais de sacrifice christique. C'est-à-dire que ce personnage, bien qu'il ait commis des péchés, hein, on est bien d'accord, il a tué des gens, ce n'est pas bien, et bien, malgré tout, à la fin, comme s'il s'était repenti de ses péchés. Et donc, il peut atteindre Dieu, parce que justement, il laisse ses péchés. Et comme j'ai dit, visuellement, il y a un lien avec Dieu et lui, enfin, avec le Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu aussi. Et vu qu'il sauve Descartes, non seulement il se repentit, mais d'une certaine manière, il lave aussi Descartes de ses péchés. Et du coup, à ce moment-là, comme je vous disais, le réplicant est humain, ça on l'avait déjà dit, l'humain est Dieu, par conséquent, le réplicant est Dieu aussi. Alors ça fait un peu blasphème, hein, mais j'espère que vous comprenez un peu la réflexion qu'il y a là derrière par rapport à ce que le film nous dit. Hein. Que conclure de ce petit passage? Évidemment, ce que je vous ai dit, réplicant égale humain, qui égale Dieu, qui égale réplicant, qui égale humain, qui égale... on peut le mettre dans tous les sens. Et on peut aussi se dire, l'être humain n'est pas Dieu, n'est pas Dieu. Il se prend pour Dieu en donnant la vie, mais aussi, à travers Descartes, en se donnant le droit d'ôter la vie. Il se permet de créer et de détruire comme bon lui semble. Et pourtant, il n'est qu'humain, il meurt. Et en plus, il détruit sa propre planète, il détruit son propre environnement. Lui-même, il est responsable de sa propre perte. Et même d'ailleurs, en créant les réplicants, Tyrell est d'une certaine manière responsable de sa propre perte. Donc, par conséquent, l'être humain n'est pas Dieu du tout. L'être humain est un continuel fautif, certains diront continuel pécheur pour rester dans l'aspect religieux. L'être humain n'est autre qu'un simple humain qui se prend parfois pour Dieu, qui essaye de se prendre pour Dieu, ou qui pourrait avoir tendance à se prendre pour Dieu. Et ce genre de questions par rapport à qu'est-ce que Dieu, qu'est-ce qu'on a le droit de faire, ben les questions se posent déjà, mais se poseront beaucoup plus à l'avenir, peut-être justement avec le développement des IA et tout ça. Vous remarquerez que le film fait très attention à nous montrer des réplicants qui ne sont pas des robots, dans le sens où c'est pas de l'acier, mais ce sont des êtres qui ont été recréés, presque une sorte de clone, même s'ils ont des capacités un petit peu particulières. Donc oui, ce que le film nous dit, c'est que on a tendance à se prendre pour Dieu, mais attention, plus dure sera la chute. Cette partie est clairement dans la continuité de la précédente, hein, juste pour rappeler un petit peu la morale de ce que l'on est en train de voir dans ce film. Alors je vous ai dit les êtres humains qui détruisent la planète. Descartes, qui a pour mission de tuer des réplicants, donc des humains, c'est semblable, surtout si on pense que c'est un réplicant, encore plus souligné comme ça, mais quoi qu'il en soit, réplicant égale humain, donc humain égale réplicant, que l'un le soit ou l'autre le soit, c'est la même chose. De qui Descartes reçoit-il ces ordres? Qui est le gouvernement qui lui dit « fais cela ». Ce n'est pas développé dans le film. Et pourtant, il y a bien des gens qui ont décidé, hein, qui font de la publicité pour quitter cette planète qui est à la dérive complète, hein, aller dans les colonies, machin, truc bidule. Et sur Terre, lui, il doit tuer des gens. J.F. Sébastien nous dit que c'est parce qu'il a une maladie qu'il n'a pas pu quitter la Terre pour aller dans les colonies. C'est pour ça que t'es toujours sur Terre? Oui, j'étais réformé.
De toute façon, je suis heureux ici. C'est à peu près pareil dans le livre, on est encore un petit peu plus vicieux que ça, mais la question se pose. Voilà. Et à partir de ce moment-là, l'être humain, comme je vous ai dit, la morale, est-ce que c'est bien de créer, de se permettre de créer tout ce qu'on veut comme ça, sans trop y réfléchir, on va dire, et ses conséquences? La question se pose. Je profite pour poser une question qui n'est pas dans le film, mais qui pourrait ne pas être très loin dans le film. Le transhumanisme. On peut imaginer, dans cet univers, des gens qui, par exemple, ont des soucis aux yeux, et ils se font greffer un œil qui a été répliquant, on va dire, un œil répliquant. Ça pourrait exister. Mais du coup, on a vu que répliquant égale humain, mais justement, à quel point est-ce que on peut être un peu l'un, un peu l'autre, etc., etc. Pourquoi le film ne rentre pas dans cette discussion? Parce qu'il établit que 100% répliquant est égal à 100% humain. Mais voilà, ça pourrait être aussi développé dans le film. Et maintenant, la chose qui vient confirmer cette histoire un petit peu de morale et qui joue un petit peu sur un sous-entendu. Dans le film, Roy Batty dit « Je croyais que tu étais le bon dans cette histoire. » On va revenir sur un petit truc. Comment on fait la différence entre les humains et les répliquants? Uniquement, justement, avec un test, le test du Voight-Kampff, qui doit dire que ces gens-là n'ont pas d'émotion. On disait déjà, hein, le film nous dit clairement que la limite, elle n'existe pas. Bref. Voight-Kampff. Alors, ce test, il fait référence clairement au test de Turing. Alors, Alan Turing, vous connaissez, vous avez vu tous le film Imitation Game, je pense, ou pas. En tout cas, c'est quelqu'un que vous pouvez chercher facilement. Et il a créé un test à tendance philosophique qui consiste à parler avec des êtres humains, sans le savoir, hein, ou avec des intelligences artificielles. Et le test sera réussi le jour où on parlera avec une intelligence artificielle sans savoir que c'est une intelligence artificielle. On s'en rapproche, pardon, assez fortement, mais on n'y est pas encore, Mais ça, c'est le test de Turing. Le test du Voight-Kampff fait clairement référence à un test de Turing. En gros, je suis avec toi et je dois définir que tu es un être non humain en se basant sur quelque chose que certains humains pourraient aussi avoir et donc peut-être échouer ce test. Mais, on va aller un petit peu plus loin. Voight-Kampff, c'est clairement une appellation qui a pour but de faire référence à un livre écrit par un certain Autrichien, Mein Kampf, Mon combat. Et cet Autrichien, vous savez qui c'est, hein, 39-45. Donc, déjà, de base, rien qu'avec ça, on est en train de dire que ce test qui est la chose qui fait la différence entre le répliquant et l'humain, tout ce qu'on a dit jusqu'à présent, ce test qui fait cette différence est marqué comme étant quelque chose qui fait référence au nazisme, à tout ce qui s'est passé avec les juifs, etc. Qu'est-ce qui faisait qu'un juif était un juif? Oui, bon, bien, rentrez pas dans les débats. Mais je veux dire, voilà, la différence. Qu'est-ce qui fait que l'un mérite, voilà, ou mérite pas, justement, que quelqu'un pense que l'autre mérite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on a déjà ça qui est indiqué à travers le nom de ce simple test. Et pour vous confirmer tout ça, je suis tombé sur une information. En fait, lorsque Philippe Cadic était en train d'écrire L'homme du haut château, hein, donc il s'est renseigné sur les naseaux, hein, et il est tombé sur justement un gars qui gérait un camp de concentration et qui se plaignait parce que des bébés pleuraient, ça l'empêchait de dormir. Alors qu'évidemment, il était en train de massacrer tout le monde. Zone of Interest, le film qui est sorti il n'y a pas si longtemps, hein, d'accord? Donc en réalité, c'est ça qui lui a donné cette idée pour écrire après son livre. C'est ce principe-là qui lui a donné cette idée. Donc on a clairement ça, cette manière de juger et de considérer normal d'éliminer des gens. Donc, on revient sur Rick Deckard lui-même. Rick Deckard, c'est un nazi du futur. Malgré lui, sans doute, puisqu'il n'a pas envie de le faire. Mais il va l'accepter. Il va traquer ses semblables. Il va tuer ses semblables. Et il n'y a qu'à voir, hein, quand il tue la femme avec le serpent, hein, quand il la tue. Comment c'est montré, hein, on n'est pas en train de faire la blague comme dans Indiana Jones. Pas du tout. On est en train de montrer que c'est tragique. Que c'est pas bien. D'ailleurs, c'est pas caché par le film, il te le montre clairement, ce n'est pas bien. Et le personnage est mal à l'aise de faire ça. Il n'aime pas faire ça. Il est en train de tuer quelqu'un. En plus, pour rajouter du drame, c'est une femme qui là-bas en tirant dans le dos, tout simplement. Il prend son flingue et lui tire dans le dos. Rien que ça. Rien que ça. Et le fait que ce soit pas des rayons laser comme dans le livre, rajoute un côté violent. Bam, balle, bam. Donc en réalité, les Blade Runner du film ne sont pas des héros. C'est
La Gestapo, à peu de choses près. Vous imaginez, vous êtes dans votre vie de tous les jours, il y en a un qui arrive et qui dit « Toi, tu vas passer un test. Attention, si tu l'échoues, on te massacre. » Alors, en théorie, ils sont pas censés se planter, mais ici, alors, dans le film, ils disent à un moment donné, et lui, il dit, non, 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 on s'est jamais planté, mais ici, on se plantait. Ici, on se plantait. Donc, oui, le film est très clair là-dessus. Le personnage de Harrison Ford dans ce film a plutôt des tendances nazies. Nazis. I hate these guys. Il est l'heure maintenant d'évoquer la question de savoir si Rick Deckard est un répliquant. Revenez sur la partie making-of, on va dire, du film. J'ai évoqué les soucis de scénario. J'ai évoqué le fait qu'Harrison Ford était perdu dans le personnage. Pourquoi? Parce qu'en plus des différents scénarios, il y a différentes scènes qui ont été tournées qui n'ont pas été gardées. Il y a des trucs qui ont été tournés et le scénario a été changé pendant le tournage, donc ça a été laissé, ils ont tourné d'autres choses. Donc c'est normal que quelqu'un comme Harrison Ford soit relativement perdu dans le personnage. D'où le fait que ces remarques viennent aussi de choses que nous, on ne connaît pas ou qu'on voit peut-être dans certains bonus, etc. Mais voilà, on n'a pas tous les détails. Pourquoi est-ce que je reviens là-dessus? Parce que c'est très important. La légende comme quoi Rick Deckard serait un répliquant vient à la base, concernant le public, de la version cinéma. Dans la version cinéma, comme dans la Final Cut par exemple, le chef de la police commence par expliquer ceci. Il y a eu une évasion d'une colonie de l'espace il y a 2 semaines. 6 répliquants, 3 mâles, 3 femelles. Ok, 6 répliquants, 6. Ensuite, dans la version ciné, il dit... L'un d'eux a grillé en passant dans un champ électromagnétique, on a perdu les autres. Donc, il y en a un qui est mort. Il en reste 5. Rick Deckard, dans le film, il en tue 4. Question, qui est le 5e répliquant? Et à partir de là, les fans ont commencé à faire diverses théories. Ça peut être Rachel, ce répliquant. Ça peut être Rick Deckard lui-même, ce répliquant. De là vient la théorie. Regardez ce qui se dit dans le Final Cut. Attention, constatez dans la VF, puisque je vous mets la VF, un subtil changement de voix. 2 d'entre eux ont grillé dans un champ électromagnétique. On a perdu les autres. Il y a la possibilité qu'ils veuillent essayer... Finalement, il n'y en a pas un qui est mort, il y en a 2, et comme il tue les 4, il en reste 0. Donc ça vient d'une erreur de montage, parce qu'en fait, comme je vous ai dit, il y avait plusieurs versions, ils avaient prévu en effet qu'il y a un répliquant en plus, mais ça a été coupé à différents niveaux, donc ils ont tourné la scène avec le texte. Une fois, il dit, il y en a un qui est mort, une fois, il y en a 2 qui est mort, qui sont morts en français. Et lors du montage, il y a eu une erreur, ils ont pris une mauvaise prise, etc. Donc, la Final Cut corrige cette erreur. Donc, au niveau du public, c'était ça. Ensuite, il y a le fameux moment où Deckard a les yeux rouges. Alors ça, j'ai lu, j'ai recherché, et j'ai trouvé tout et son contraire. Et je vais vous expliquer après un détail. Mais j'ai lu tout et son contraire. Certains disent que oui, bah voilà, c'est fait exprès, parce qu'ils avaient un système sous la caméra pour provoquer ce truc des yeux rouges, et d'autres qui disent non, ça arrivait, c'est juste une erreur classique dans le cinéma, ça peut arriver. À l'époque, les plus jeunes ne se rappellent pas les photos avec les yeux rouges, quand on avait un flash, on avait la pupille dilatée parce qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière, et donc il y avait un flash, donc la lumière... ça n'avait pas le temps d'être rétracté, donc la lumière rentrait dans les yeux, et pam, elle reflétait du rouge, tout le monde se souvient de ça. Après, ils avaient inventé un système avec un double flash, le premier qui ne prenait pas la photo pour que les yeux fassent... Et puis ensuite la deuxième pour qu'on ait les yeux qui soient pas rouges, enfin bref, plein de trucs comme ça. Donc certains disent que c'est une erreur, d'autres disent que c'est fait exprès. Voilà, ça c'est dit. Et comme ça, c'est vachement plus clair, non? Parce que ce plan dans lequel Harrison Ford a les yeux rouges, déjà, c'est un plan très rapide, c'est un plan qui est centré sur le personnage de Rachel, qui elle doit avoir les yeux rouges, et on a Deckard qui arrive et qui part, et en plus, il est flou. Alors soit Ridley Scott a laissé cet indice de manière très intelligente et maligne, ou alors c'est juste qu'il a fait exprès de le laisser flou pour pas que ça se voit chez lui, que ça se voit chez Rachel, qu'il soit sur le même plan, blablabla, blabla. Bref, ce plan ressemble plus à une erreur technique, une tentative de cacher les yeux de l'un en montrant les yeux de l'autre, que réellement à une vérité absolue. C'est du moins la sensation que j'en ai. Parlons maintenant du personnage de Gaff et de ses origamis. Alors, il fait 3 origamis différents. Au début, dans le commissariat, quand
Rick Deckard fait genre non, je vais pas accepter cette mission. Il fait une poule, disons que le personnage est une poule mouillée, a chicken en VO. Il en fait un autre où c'est un petit personnage avec un pénis bien campé, on va dire ça comme ça, pour dire que Rachel fait de l'effet à Deckard. Et à la fin, il fait cette licorne. Il fait cette licorne. Si on prend la version ciné et qu'on enlève la scène où Deckard a cette vision de la licorne, on peut imaginer à peu près ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on peut imaginer que cette licorne, c'est je vous laisse partir dans votre fantaisie, d'ailleurs il quitte la ville pour aller dans la nature, je vous laisse poursuivre vos rêves inatteignables, blablabla, on peut imaginer tout ça. À partir du moment où Ridley Scott rajoute la scène de la licorne, ben en effet, le personnage qui fait ses origamis semble à chaque fois souligner l'état d'esprit ou ce que pense le personnage. Il a l'air de savoir ce que pense le personnage et en effet, en lui mettant la licorne, il a l'air de lui dire, un peu comme le fait le personnage de Rick Deckard lui-même plus tôt avec Rachel, il a l'air de lui dire « Je sais qui vous êtes et je sais ce que vous pensez ». Mais lui dire ça, ok, c'est cool, mais au passage, ça ne change pas le reste hein, de l'idée, c'est-à-dire qu'il peut toujours partir, etc. Encore plus suivre un fantasme, etc., etc. Un fantasme dans tous les sens du terme, sexuel comme autre. Ok, d'accord, donc là, ça voudrait dire ça. Maintenant vient Ridley Scott lui-même, parce que je vous ai dit, il y a la vision du spectateur qui vient de cette réflexion. Parce que comme je vous ai dit, il y a la version du spectateur qui vient de cette réflexion de la version ciné. Ridley Scott lui-même a dit... Déjà dès la version ciné, c'était un répliquant, que c'était au public de le comprendre, et que du coup, voilà, maintenant, je l'explique à tout le monde, comme ça il n'y a plus de discussion possible, et dans le Final Cut, c'est clair, c'est un répliquant, vous arrêtez de m'embêter. Voilà. Voilà en gros ce qu'il dit. Ouais. Harrison Ford, lui, de son côté, il dit que c'est pas un répliquant et qu'il faut qu'on arrête de l'embêter avec ça. Comme je vous ai dit, il peut être perdu. Mais qu'est-ce qui nous dit que Ridley Scott, c'est pas aussi un petit peu perdu dans ses réflexions? Je m'explique. Ridley Scott a eu cette idée suite à une discussion avec Hampton Fancher. Hampton Fancher, je rappelle, hein, il a écrit une version du scénario dans lequel, en gros, le personnage de Deckard, dans cette voix off, il se tapait une réflexion en disant que finalement, il était comme Roy, hein, justement, donc justement son égal, et il dit « Je suis comme Roy, c'est un peu mon frère ». Et en fait, Ridley Scott l'a pas pris au premier... Enfin, il l'a pris au premier degré, très au premier degré même. Et c'est une bonne idée, ça. Et si Rick Deckard était le frère de Roy Batty? Mais c'est génial, ça. Mais c'est génial, ça. Et c'est de là que c'est parti. Donc, le film était déjà en cours et ils ont décidé de mettre un petit peu ça en place. Comme je vous ai dit, Ridley Scott dit que la scène de la licorne a été tournée pour le film. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Moi, je garde toujours en tête une chose, c'est que je pense que Ridley Scott s'est nourri des différentes idées qu'il a pu lire dans le fandom, etc., etc., et que peu à peu, il est arrivé à la conclusion que voilà, il allait le faire. Et il a imposé une vision, hein, qui, dans ce film, est assez claire pour dire Rick Deckard est un répliquant. Mais si c'est un répliquant, il y a des soucis. Alors, si c'est un de ceux qui s'est craché avec eux sur Terre au début, bon, il l'a corrigé, ce n'est pas ça, pourquoi est-ce qu'il ne le reconnaîtrait pas? Déjà, ça, c'est pour la théorie de fan. Pourquoi les autres répliquants ne le reconnaîtraient pas? Lui, on a pu lui effacer la mémoire et refaire. Ok. Si c'est un répliquant, pourquoi est-ce que à chaque fois qu'il se bat, à chaque fois qu'il rencontre un répliquant, il se fait molester et il se fait maltraiter comme pas possible? Je veux dire, on est d'accord, c'est d'un point de vue image que l'on donne, je vous ai dit, c'est pas un héros, clairement pas, donc on le montre pas de manière héroïque, etc., on le montre un peu faible, etc. Mais pourquoi, si c'est un répliquant, il n'a pas des capacités physiques supérieures? Certains disent, c'est parce que c'est un Nexus d'une nouvelle génération, un peu comme Rachel, d'ailleurs, je recommence, un peu comme Rachel, qui elle-même est un Nexus, mais qui semble-t-il n'a pas de fin de vie prévue, etc. Donc peut-être que c'est en effet un répliquant d'une nouvelle génération, plus humain encore que les autres qu'on a déjà dit être humains. Alors ça explique. Mais si on a déjà établi que les répliquants qu'il chasse sont humains, alors un répliquant encore plus humain, il est encore plus humain encore, si vous voyez ce que je veux dire. Et par conséquent, répliquant ou humain, ben, on s'en fout, non? C'est bien ça le message du film. Ce qui m'amène à une conclusion très claire, et ça c'est mon point de vue, clairement, mon point de vue. Que Rick Deckard soit un répliquant ou non, on s'en fout.
J'irai même plus loin. La question de savoir si Descartes est un répliquant ou non est plus intéressante que la réponse. Parce que si on ne sait pas si c'est un répliquant et qu'on se pose la question, ça signifie encore plus que la frontière entre l'humain et le répliquant est floue et qu'on ne sait pas trop où on en est. Donc, pour moi, le fait de se poser la question permet justement de encore renforcer le message en disant on ne sait pas si on est répliquant ou humain. Nous-mêmes, comme Rachel, qui croyait être humaine, etc., etc. Donc, en effaçant encore plus cette frontière entre l'un et l'autre, cette barrière qui les sépare, encore plus, elle est déjà bien effacée, eh ben, on souligne le message du film, le message humaniste du film. Voilà mon point de vue sur la question. Blade Runner n'est pas qu'un film négatif sur l'avenir, avec cette planète dévastée. C'est aussi un film qui met en avant des personnages qui vont tuer d'autres personnages, des humains qui vont tuer d'autres humains avec des méthodes, comme on a vu, qui font référence à des heures sombres de notre histoire. Donc, le film nous parle d'une certaine manière d'une espèce de mégalomanie de l'être humain, à vouloir tout créer, tout contrôler, absolument tout dans l'excès, dans tous les sens, quitte à corriger après coup avec des méthodes inhumaines. Blade Runner est un film en réalité d'une certaine manière humaniste. Mais humaniste, non pas qu'il va être un film feel-good et nous montrer des trucs sympas, humaniste dans le sens où il pointe du doigt des choses déshumanisantes. Ah bah tiens, ça je l'avais pas évoqué. L'humain vrai, 100%, déshumanisé parce que son comportement n'est plus humain, tel qu'on le fantasme parfois. Donc finalement, dernière pièce à tout cet échiquier, le répliquant qui est l'homme qui est Dieu, Dieu qui est le répliquant, et ça va dans tous les sens. Aucun de cela n'est humain dans le sens humaniste. Ils n'ont pas ça. Même si les répliquants, dans le film, le montrent être un petit peu plus, même si c'est aussi leur semblable. Bref, ça commence à devenir compliqué, mais je pense que vous avez compris. Merci à tous, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.